Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2845 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 13 mars avec des anniversaires et tout d'abord le milieu portugais Ruben Neves, ancien joueur de Wolverhampton, maintenant joueur de l'équipe de Al Hilal. Il fête aujourd'hui ses 27 ans, on lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire. Il y a également ce joueur qui aurait fêté son anniversaire aujourd'hui, bon je pense que peu de personnes le connaissent, il s'appelle Andrés Escobar, donc c'est un ancien joueur colombien, il aurait eu 60 ans aujourd'hui, donc il fut assassiné en juillet 1994 à Medellín pour avoir inscrit contre son camp face aux États-Unis, entraînant l'élimination de la Colombie en Coupe du Monde. Le tueur aurait dit le mot goal à chacune des 12 balles tirées contre Escobar. Donc voilà, il aurait fêté son anniversaire aujourd'hui, on pense bien sûr fort à lui. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé hier soir en Ligue des Champions et on commence tout d'abord avec cette affiche, le Barça contre Naples. Un petit rappel hier les gars, dans mon pronostic de fin, j'avais dit, j'aimerais bien le Barça s'imposer 3-1 et j'ai eu le score exact. J'ai eu le score exact également la semaine dernière pour la victoire 2-1 du PSG contre la Real Sociedad. Bref, le Barça 3-1 et le Barça mérite totalement sa qualification pour les quarts de finale. Donc Fermín Lopez, Cancelo but coup sur coup, 15e, 17e, il y avait 2-0 pour le Barça. Après Naples a réduit un peu le score 2-1. Mais après Lewandowski en toute fin de match, ça a été le 3-1 pour le Barça et globalement sur les deux confrontations, le Barça était bien supérieur à l'équipe de Naples. Donc sans souci, le Barça se qualifie pour les quarts de finale de cette Champions League. Donc ça a été un beau Barça, 24 tirs, 10 tirs cadrés, 3 buts inscrits. Ils auraient même pu marquer plus de buts à l'FC Barcelone. Mais bon, peu importe, la qualification, c'était ce qui était le plus important. Et la qualification est acquise pour le club blaugrana. Et surtout, ça fait longtemps, Barcelone y retourne enfin en quart de finale de la Ligue des Champions. Un petit rappel, les deux dernières saisons, ça avait été élimination dès les phases de poule. Il n'y a même pas eu de 8e. Donc là, il y a 8e, il y aura même les quarts de finale pour le FC Barcelone. Donc la dernière fois que le Barça avait joué un quart de finale, c'était en 2020. Bon, vous avez pris une correction. C'était sur un match simple. Voilà, il n'y a pas de match retour, ça a été le 8-2 contre le Bayern Munich, souvenez-vous bien sûr de cette rencontre. Donc depuis, jamais ils n'ont atteint les quarts de finale de la Ligue des Champions. Chose faite bien sûr pour cette nouvelle saison. Donc félicitations bien sûr au FC Barcelone qualifié, les unes aujourd'hui du côté de la Catalogne, un sport des géants par rapport à cette victoire. Et la une journal Mundo Deportivo et Sport, c'est les deux grands journaux on va dire du côté de Barcelone. Donc bravo en gros, voilà ce qu'ils ont pu mettre bien sûr par rapport à cette belle victoire. Et on va parler de ce joueur parce que le meilleur joueur du match, il est tout jeune. Je sais pas, bon, moi je le connais, enfin la plupart qui suivent un peu le foot connaissent, peut-être il y en a qui n'ont jamais entendu parler de ce joueur. Les gars, il s'appelle Pau Cubarsí, c'est un défenseur central, il a seulement 17 ans. Il sort de la Masia, le centre de formation. Il a été exceptionnel. Déjà, il a remporté le prix du meilleur joueur de la partie. Donc, très grosse performance de sa part face à l'attaque du Napoli. Donc, voilà, c'est un espoir. Il est tout simplement phénoménal. Regardez quand même son match hier. 100% de duels aériens gagnés, 100% de duels au sol gagnés, 100% de tacles réussis. C'est exceptionnel. 5 dégagements, 3 tacles, 9 longs ballons, 80 passes réussies. Et surtout, il a une très bonne relance au pied. Parce que des fois, il y a des défenseurs, les gars, relance. C'est pas du tout ça. Lui vraiment il est très précis et ça fait du bien quand le Barça est un petit peu sous pression. Et avec des passes justes, il arrive à casser des lignes. Ce qui amène le danger sur la cage ensuite adverse. Donc très bon joueur ce Pau Cubarsí qui n'a même pas encore 18 ans. Il a seulement 17 ans. Et voilà pour son premier match, c'était son premier match de Ligue des Champions. Voilà, il sort déjà avec le prix du meilleur joueur de la rencontre. Donc il a exactement 17 ans et 50 jours. Donc pépite. Il y en a encore qui est encore plus jeune, 16 ans et 243 jours. C'est Lamine Yamal. Il a joué également et il a été très bon, Lamine Yamal. Donc voilà, deux purs produits du FC Barcelone, de la Masia et qui ont rayonné bien sûr avec l'équipe première hier. Donc regardez, avant ils étaient bien sûr dans les catégories jeunes, Pau Cubarsí et Lamine Yamal, et maintenant ils sont en équipe A et quasiment des titulaires indiscutables. Lamine Yamal c'est un titulaire indiscutable. Pau Cubarsí commence à avoir pas mal de temps de jeu avec le match qu'il a fait là. Maintenant on se pense le prochain match il sera de nouveau titulaire. Et concernant Lamine Yamal, parce qu'il est plus jeune que Pau Cubarsí, record à Lamine Yamal, 16 ans et 243 jours, devient le plus jeune joueur à avoir remporté une rencontre en phase élimination directe de la Ligue des Champions. Jamais c'est arrivé qu'un joueur, les gars, qui joue un match élimination directe de Ligue des Champions gagne en étant aussi jeune que Lamine Yamal. C'est lui qui a le record actuellement. On va parler d'un joueur, Cancelo, n'oubliez pas qu'il appartient à Manchester City, buteur sur le deuxième but, où c'est Rafinha qui touche le poteau, avec un peu de réussite, ça revient dans les pieds de Cancelo, mais il a bien suivi et ça fait but bien sûr pour Cancelo. Je crois qu'il a inscrit son deuxième but depuis le début de la saison. Et Fermín Lopez aussi, buteur lors de la
enfin du premier but du match, donc voilà, concernant les buteurs. On va parler de Kvaratskhelia, a totalement fini dans la poche de Jules Koundé ce soir. C'est vrai que Koundé a joué défenseur droit et il va certainement être appelé. Demain c'est la liste de Deschamps. Je pense que Deschamps va appeler Koundé. Et c'est vrai que Koundé, défenseur droit, bon des fois ça le fait, des fois ça le fait pas. Hier ça l'a fait. Hier ça a très bien fonctionné. On n'a pas du tout vu Kvaratskhelia hier, qui est pourtant un très bon dribbleur. Jules Koundé, les gars, l'a très bien esselé tout au long du match. On va parler le buteur côté napolitain, donc c'est Amir Rahmani, donc un joueur kosovar. Il devient le premier joueur kosovar de l'histoire à marquer dans un match élimination directe de Ligue des Champions. Voilà, il pourra mettre son nom bien sûr dans ce record. Donc félicitations à lui, mais ça n'a pas suffi vu que son équipe a pris 3 buts et du coup est éliminée. On va parler aussi de cette action de jeu. Est-ce qu'il y aurait eu penalty, oui ou non? Donc aucun penalty n'a été sifflé contre le Barça sur une faute, enfin une faute entre guillemets, parce que l'arbitre n'a rien dit, de Pau Cubarsí sur Victor Osimhen. Donc voilà, en gros il touche quand même le pied. Il touche le pied. Des arbitres auraient dit penalty, des autres arbitres auraient rien dit. L'arbitre hier n'a rien dit. Moi je pense qu'il y avait penalty. Bon après voilà, tant mieux bien sûr pour le Barça parce qu'il n'y a rien qui a été sifflé. Et penalty sur Osimhen ou pas selon vous? Tiens, sur le Twitter Football Log, 4000 votants et la plupart, regardez quand même 66%. Mais oui, normalement c'est penalty. On voit souvent des accrochages comme ça dans les surfaces de réparation. Et souvent il y a penalty. Là l'arbitre n'a rien dit. Bon, tant mieux bien sûr pour le FC Barcelone. Mais bon, d'après Mateu Laoz, un ancien arbitre espagnol, il a dit le tacle de Cubarsí sur Osimhen pourrait être peut-être considéré comme un penalty, mais pas en Ligue des Champions. C'est ce que j'aime dans la compétition. J'espère que nous pourrons l'apprendre en Espagne, parce qu'en Espagne certainement ça aurait été sifflé en championnat, mais peut-être l'arbitre, je sais plus, je crois que c'était un arbitre néerlandais, l'arbitre hier, donc lui il siffle pas. En Ligue des Champions ça siffle pas ça, même si pour moi ça doit siffler quand même un penalty comme ça. Bon, voilà, ce qu'il y avait à dire bien sûr concernant ce match. Et officiel du coup avec l'élimination de Naples, ça fait les affaires de la Juventus qui jouera le nouveau format de la Coupe du Monde des clubs 2025, parce qu'il y aura 12 équipes sur les 32 équipes qui joueront l'été prochain, l'été 2025, la Coupe du Monde des clubs. Il y aura 12 équipes européennes et Naples, on ne savait pas si c'est eux avec l'Inter ou la Juve, et du coup vu que Naples est éliminé, c'est la Juventus tout simplement. Donc déjà on connaît les équipes, Chelsea, Real, City, c'est les 3 dernières équipes à avoir gagné la Ligue des Champions. Donc l'équipe qui gagnera également la Ligue des Champions cette saison aura sa place. Après c'est par rapport au rang UEFA, il y a le Bayern, il y a le PSG, tout ça c'est qualifié sûr. L'Inter, donc il y a 2 clubs par pays. Donc en Italie il y avait l'Inter et c'était soit Naples ou la Juve. Du coup c'est la Juventus, voilà, 11e position. Et du coup maintenant il ne reste plus qu'une équipe espagnole. Donc il y a le Real Madrid, sûr vu qu'ils ont gagné la Ligue des Champions en 2022. Et du coup ça sera soit l'Atlético, soit le Barça. Bon pour l'instant peut-être plutôt le Barça, avec le Barça a gagné hier contre Naples. Tout dépend de l'Atlético, ce qu'ils vont faire ce soir. Si l'Atlético se fait éliminer contre l'Inter Milan ce soir, le Barça jouera et aura la dernière place pour se qualifier pour les clubs européens pour cette Coupe du Monde des clubs l'année prochaine. Sinon, je ne sais pas. Si l'Atlético se qualifie, ça sera par rapport aux points. Et je crois que par rapport aux points, l'Atlético est devant le Barça. Donc voilà, si vous êtes supporter du Barça, il faudra soutenir plutôt l'Inter Milan. Sinon, le Barça risque de ne pas jouer la Coupe du Monde des clubs l'été 2025. Bref, c'était une petite parenthèse. Voilà, parce qu'on parlait de la Juve, vu que ça fait les affaires de la Juve, cette élimination de Naples. On continue avec l'autre match, c'était entre Arsenal et Porto. J'ai plutôt regardé le Barça hier, mais voilà, Arsenal a fait le taf. Bon, ça a été un match qui a duré longtemps, enfin, qui était long dans la soirée, parce qu'au match, il y a eu 1-0. En match retour 1-0, donc du coup prolongation, tir au but, et c'est Arsenal qui a été meilleur, 4-2 au tir au but que l'équipe portugaise. Donc le buteur déjà dans le temps réglementaire c'est Leandro Trossard, le joueur belge qui a marqué l'unique but juste avant la mi-temps. Donc les statistiques de la partie, donc ça a été un match serré, 4 tirs seulement pour Arsenal, 3 tirs seulement pour Porto, et Arsenal s'impose 1-0. Bon là c'est marqué 2-0 par rapport bien sûr à la victoire au tir au but où ça leur met un but en plus, bref. Et du coup Arsenal est qualifié, et c'est ça faisait longtemps eux aussi, c'est qu'on parlait du Barça, ça faisait 4 ans, mais eux, ça faisait 14 ans qu'ils n'avaient pas joué un quart de finale de Ligue des Champions. Cette équipe des Gunners, 14 ans plus tard, on les retrouve depuis 2010. En gros, ils n'avaient pas joué un quart de finale. Donc, voilà, beaucoup d'années, bien sûr. Surtout pour un club comme Arsenal. Ils ont été souvent qualifiés en 8e. Bon, ils n'avaient plus été en 8e depuis 2017. Ils n'arrivaient plus du tout en Ligue des Champions, bref. Mais avant, regardez, 2017, 2016, 2015, enfin, en gros, toutes les années avant, à chaque fois, ils perdent en 8e, contre le Barça, contre Milan, 2 fois contre le Bayern. Monaco les avait éliminés en 2015 en 8e de finale. Le Barça de nouveau et le Bayern de nouveau. Et cette fois-ci, Porto, c'est bon pour Arsenal qui se qualifie pour les quarts de finale. Donc félicitations à cette équipe parce qu'actuellement, elle est quand même leader de Première Ligue et elle confirme également Ligue des Champions. C'est quand on se souvient d'Arsenal il y a encore 3-4 ans là, qui était au fond du trou, qui finissait à peu près à 12-13e position de Première Ligue, qui ne joue même plus les Coupes d'Europe. Et Arteta a quand même fait un taf énorme parce que regardez, maintenant ils sont où Première Ligue est qualifié. Ils sont parmi les 8 meilleures équipes actuellement en Europe.
cette équipe des Gunners. Donc félicitations, voilà quelques photos. Hein. On va parler aussi du gardien David Raya parce qu'il y a une séance de tir au but et il a fait quand même 2 arrêts. Et du coup, il a remporté ce prix du meilleur joueur d'homme du match. Hein. Félicitations à David Raya, ce gardien espagnol. Hein. Donc 2 arrêts lors de cette séance de tir au but. Tiens, sur l'arrêt de Galeno, qui avait pourtant marqué lors du match aller, qui est en grande forme. Il marquait but sur but là, lors des derniers matchs, même dans le championnat portugais. Mais hier, son pénalty a été arrêté tout simplement par David Raya. Hein. Et la fierté de Mikel Arteta, le coach, qui a fait venir David Raya malgré une très bonne saison d'Aaron Ramsdale. Ramsdale qui a gaulé lors du dernier match, il a fait une grosse boulette, mais la saison dernière c'était Ramsdale qui gaulait tous les matchs et Ramsdale en plus avait été élu meilleur gardien de la première ligue la saison dernière. Et malgré ça, tu as le meilleur gardien de la première ligue qui figure dans le 11 type de la première ligue. Tu recrutes un autre gardien, David Raya. Ça avait été un pari de Mikel Arteta. Et ça, c'est plutôt on peut dire payant. Ça a été payant vu que hier il était exceptionnel en Ligue des Champions. Ce gardien, bien sûr, qui a fait un clean sheet. Et qui a fait quand même 2 arrêts lors de la séance des tirs au but. Et Ramsdale, qui est quand même déçu depuis le début de saison parce qu'il est sur le banc, mais hier il était content. On peut voir qu'il a couru féliciter et prendre dans ses bras David Raya après sa séance de tir au but. C'est comme la concurrence entre les deux, mais voilà, il y avait beaucoup de solidarité entre les deux gardiens hier du côté des Gunners. Et c'est vrai que ça s'est joué sur penalty, tir au but en gros, c'était rare. La dernière fois les gars, il faut remonter à mai 2016. Donc Arsenal et Porto vont se disputer la qualification en quart de finale, voilà tout ça. On n'avait plus vu une séance de tir au but en Ligue des Champions depuis la finale et le derby de Madrid en mai 2016. Ça avait été du côté de San Siro, ça avait été à Milan. Voilà cette finale entre le Real et l'Atlético. En gros, c'est la dernière séance de tir au but. Sinon, à chaque fois, il y avait en gros, il y avait toujours une équipe qui se qualifiait avant d'aller au tir au but. Et là, cette année, c'est joué au tir au but. Ça faisait longtemps. Ça faisait quand même plus de 8 ans qu'il n'y a plus une séance de tir au but. On va parler de ce joueur, Martin Odegaard. Quel match encore il a réalisé. C'est lui qui fait la passe D pour le but de Leandro Trossard hier. Un très bon joueur, bien sûr. Le joueur norvégien. Et Trossard, les gars, le buteur du match. Il a joué 3 matchs de Ligue des Champions à domicile à l'Emirates Stadium cette saison pour 3 buts. Le PSV, le FC Séville et Porto. Donc c'est son jardin bien évidemment, pour lui, de jouer à domicile. Et Trossard est devenu le premier buteur de Arsenal en phase d'élimination directe de Ligue des Champions depuis Theo Walcott contre le Bayern Munich le 7 mars 2017, la dernière fois qu'ils avaient inscrit en quart. De toute façon, ça faisait 6 ans qu'ils n'avaient plus joué les quarts de finale. Et voilà, donc, les huitièmes de finale. Donc voilà, ça datait le dernier but inscrit en match élimination directe, bien sûr, pour l'équipe de Arsenal. Et Trossard, les gars, il ressemble beaucoup à Clément Turpin parce que hier, Clément Turpin, c'était le l'arbitre du match entre Arsenal et l'équipe de Porto. Et c'est vrai, regardez, rien à dire, on a l'impression que c'est des sosies, on a l'impression que c'est des frères. Bon, ils n'ont rien à voir, il n'y a aucun lien de famille, mais voilà, ils se ressemblent beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà, concernant bien sûr l'arbitre et Trossard. On va parler de l'autre côté, donc côté Porto. Et Pepe, donc défenseur portugais, et 41 ans, est toujours titulaire hier. Il a commencé titulaire, brassard de capitaine, encore un énorme match. Il a quand même le même âge que Mikel Arteta, le coach de l'équipe de Arsenal. Et malgré ça, les gars, il a fait encore une énorme performance. Pepe, 41 ans et 26 jours. Il a été exceptionnel. C'est un record, bien sûr, d'un joueur aussi âgé avoir été titulaire en Ligue des Champions en match élimination directe. Jamais on a vu ça. Donc, incroyable. 41 ans et toujours au top, Pepe. Donc, voilà, bien sûr, félicitations à cette légende, bien sûr, du football. Sergio Conceição, le coach de Porto, déclare en conférence de presse que Mikel Arteta a insulté sa famille à la fin du match. Les explications étaient très chaudes entre les deux. Donc, il a dit: Arteta a insulté ma famille. Je lui ai dit que la personne qu'il a insultée n'était plus parmi nous, qu'il s'occupe d'entraîner davantage et mieux son équipe. Arteta aurait dit peut-être une insulte à sa mère, à Conceição. Et Conceição lui a dit qu'elle n'était plus parmi nous, donc elle est décédée. Donc voilà, c'était très chaud entre les deux entraîneurs hier, voilà, à l'issue bien sûr de cette rencontre. Une petite photo des supporters de Porto qui ont fait le long déplacement bien sûr de Porto jusqu'à Londres, bien sûr, jusqu'au côté de l'Emirates Stadium. Et là, c'est la statue de Arsène Wenger, une statue, bien sûr, une légende, Wenger. Puis ils ont mis l'écharpe autour de Wenger, bien sûr, avec l'écharpe de Porto. Du coup, les deux résultats, parce qu'on avait que 2 seulement hier. Donc, qualification de Arsenal et qualification du FC Barcelone. Donc, pour l'instant, c'est vrai que elle est très relevée. En gros, tous les favoris, on va dire, les favoris là des 8e, tout le monde est passé, que ce soit l'Arsenal qui était favori par rapport à Porto, Barça qui était favori, Bayern favori, le Real favori, le PSG qui était favori et Manchester qui était favori devant Copenhague. Tout le monde est passé. C'est vrai que les gars, on va avoir des affiches exceptionnelles comme en quart de finale. Donc le tirage au sort, c'est après-demain. Donc voici pour l'instant les 6 équipes qualifiées. Et bien sûr, pour les quarts de finale, il y a 8 équipes et il reste 2 places à prendre.
On connaîtra ce soir aux alentours des 23h, enfin minuit, parce que ça va au penalty, ça peut être bien sûr tard dans la soirée. On connaîtra bien sûr les deux derniers qualifiés ce soir. Donc c'est simple, soit l'Atlético Madrid, soit l'Inter Milan. Un petit rappel, match aller, l'Inter s'imposait 1-0 pour l'Atlético, c'est totalement jouable. C'est devant leur public, ils ont un but à remonter. Totalement jouable. Et Dortmund PSV, il y a eu un partout match aller. Donc là, c'est vraiment 2 matchs indécis. On verra. Ça va donner quoi, bien sûr. C'est dernier huitième. À noter qu'il y a un match de Première Ligue ce soir, Bournemouth contre Luton Town. On parlera rapidement de ce résultat demain. Et aussi le Paris Saint-Germain qui joue ce soir contre Nice. C'est un match de Coupe de France. Le vainqueur affrontera l'équipe de Rennes en demi-finale. Ce sera à domicile, soit pour le PSG, soit pour Nice contre Rennes en demi. Mais ce soir, bien sûr, il y a cette rencontre. On va parler de ce PSG Nice. La une du journal L'équipe aujourd'hui. La course au soleil. Et si on zoome un petit peu sur cette une, donc Paris-Nice, l'affiche est alléchante. Le PSG a fait de la Coupe de France un de ses objectifs de la saison. Les Aiglons qui traversent une mauvaise passe en Ligue 1 mise sur ce choc pour retrouver des couleurs. Le vainqueur recevra Rennes en demi-finale le mercredi 3 avril prochain, à peu près 3 semaines. Donc voilà, à noter que Nice, les gars, cette saison est venu s'imposer au PSG. Au Parc des Princes, c'était au mois de septembre. C'était venu s'imposer, je crois, 3-2, un score comme ça. Donc voilà, une revanche à prendre, bien sûr, pour le Paris Saint-Germain. Donc voilà, concernant cette rencontre, à noter que Marquinhos, de nouveau forfait, donc blessé au tendon d'Achille, Marquinhos va manquer les matchs contre Nice et Montpellier parce que dimanche le PSG se déplace à Montpellier dimanche soir à 20h45. Il est forfait pour ces 2 prochains matchs. Il sera forfait également avec la Seleção brésilienne. Il reviendra après la trêve internationale, Marquinhos. Donc il va revenir pour le choc. Le prochain match après la trêve pour le PSG, ce sera le choc au Vélodrome du côté du Vélodrome le 31 mars prochain. Et il y a aussi des autres joueurs forfaits. Donc Marco Asensio continue son travail de reprise, lui aussi forfait. Marco Asensio qui s'était blessé il y a à peu près une quinzaine de jours du côté de Monaco, c'était le match avant la Real Sociedad. Donc Skriniar également forfait et Kimpembe également forfait. Voilà les 4 forfaits côté Paris Saint-Germain. Les compositions d'équipe donc aujourd'hui dans le journal Le Parisien, voilà, ils ont dévoilé ces 2 compos, donc ça devrait être ça avec Donnarumma au but. Il avait été remplaçant lors du dernier match, c'est Navas qui avait gaulé contre Reims dimanche. Donnarumma gaulera même sa match de coupe et souvent les entraîneurs changent pour les matchs de coupe. Là c'est Donnarumma qui devrait être titulaire. Nuno Mendes, Hernandez, Danilo, Hakimi, Zeremri, Vitinha, Fabien Ruiz, Mbappé, capitaine, ailier gauche. Mbappé là il n'y a pas de remplaçant sur le banc là. C'est un gros match, c'est un match élimination directe. Voilà, les gros matchs, Luis Enrique fait confiance bien sûr à Mbappé. On a pu voir contre la Real Sociedad, il a joué tout le match. Il risque de jouer tout le match aussi, Kylian Mbappé ce soir. Colomboigny, Gonzalo Ramos en numéro 9 et Dembélé ailier droit. Donc là c'est le journal Le Parisien, le journal L'équipe aussi qui dévoile compose quasiment la même. Juste ils ont mis Beraldo en défenseur central, que là c'est Hernandez. Voilà, sinon c'est pareil. Et là, ils ont plutôt mis Colomboigny, parce que c'est Colomboigny ou Ramos, c'est Colomboigny en attaque. Donc voici le 11 côté Paris Saint-Germain. On peut voir aussi le 11 côté niçois. Notez que le match est diffusé sur Ben Sport 1, mais aussi sur France 3. Voilà, donc le match est en clair, bien sûr, si vous voulez regarder la rencontre qui commence à 21h10 ce soir. Et Luis Enrique qui est en conférence de presse hier, il est agréablement surpris par le niveau de la Ligue 1 parce qu'avant il se disait que la Ligue 1 c'était un championnat facile, pas du tout. Avant d'arriver ici, je pensais que la Ligue 1 était un championnat facile, mais c'est tout le contraire. Il y a un très haut niveau individuel chez les joueurs et de propositions de la part des entraîneurs. Et là, vous pourriez me dire, tu dis ça parce que ça t'arrange, ça te fait paraître bien aux yeux des autres, mais non, ce n'est pas quelque chose que je dis parce que je suis en Ligue 1 aujourd'hui, je le dis parce que je le pense sincèrement que c'est une ligue avec un haut niveau de compétitivité. Il y a beaucoup de talents, beaucoup de jeunes joueurs qui partent ensuite dans d'autres championnats. Il y a également un très haut niveau parmi les entraîneurs et je peux le dire car j'en fais l'expérience. Voilà. Après, il a totalement raison. Il le dit. Messi l'a également dit. Messi aussi il avait dit que le championnat français était très compliqué. Donc voilà, si Luis Enrique, des joueurs comme Messi aussi le disent, c'est que oui, le championnat de Ligue 1, bien évidemment, est très compliqué à réussir dans ce championnat, alors que Messi, quand même, les stats en but, tout ça, quand il avait fait ses 2 saisons au PSG, avait été très moyenne par rapport à ce qu'il faisait en Liga dans le passé. Et Riolo, tiens, sur l'After RMC, hier, sur Luis Enrique, il a complètement clashé, il a dit Enrique, il prend des décisions, quand on lui a dit le match est diffusé en Corée, Kanguini, il est forcément titulaire du début à la fin, donc il a fermé sa bouche et il l'a fait jouer, donc fermer sa bouche, voilà, pour être plus poli, sinon c'est l'autre mot, il l'a fait jouer, donc voilà, en gros, voilà, ce que dit Riolo, bon, il clash un peu tout le monde, Riolo, et voilà, cette fois-ci, il a clashé Luis Enrique. Bref, on continue les gars, on va parler d'un match de Ligue des Champions Juniors. Je l'ai regardé en plus ce match hier, j'ai regardé à partir de la mi-temps, quand Copenhague menait 3-1 à Nantes, mais j'avais vu, sur mon application où je regarde les résultats, que Copenhague avait pris un carton rouge. Pour ça, je voulais voir la deuxième mi-temps. Nantes est revenu, il y avait 3
pour Copenhague à la mi-temps, mais Copenhague joue à 10 contre 11. Et Nantes est revenu à 3-3 et du coup il n'y a pas de prolongation, c'est directement tir au but. Et Nantes s'est imposé 5-4 lors de la séance des tirs au but contre Copenhague. C'était un quart de finale de Youth League, de Ligue des Champions Juniors. Et il se qualifie Nantes pour les demi-finales, c'est exceptionnel. Donc tout d'abord les statistiques de la partie. Donc voilà, on peut voir les stats bien sûr. Et on peut voir le scénario fou. Donc Nantes mène 1-0, ensuite 3 pour Copenhague. Carton rouge pour Copenhague. Penalty raté pour Nantes juste avant la mi-temps. C'est dommage, parce que là c'était un coup dur. Juste avant la mi-temps, un penalty tu ne le mets pas. Mais bon, Nantes est revenu au bout de 10 minutes. Ils ont marqué 2 buts et du coup 3-3 après tir au but. Et ça a été bon pour le FC Nantes. Dans le dernier carré, c'est le centre de formation. N'oubliez pas que l'équipe de Nantes U19, la saison dernière, ils ont gagné le championnat national. Et c'est pour ça qu'ils sont qualifiés en gros. Parce que normalement, les équipes en Youth League, c'est par exemple le PSG. Il y avait la Youth League, enfin la U19 qui jouait parce que le PSG A, l'équipe professionnelle, était dedans. Mais il y a aussi des autres équipes où, par exemple, Nantes n'a pas joué la Ligue des Champions cette saison, ils étaient dedans parce qu'ils ont gagné le championnat U19 français. Vous avez compris. Donc, ils ont passé les barrages. Ils étaient même eux en 16e de finale. Ils ont éliminé, je crois, Salzbourg, ensuite Séville. Et là maintenant, Copenhague, c'est sur des matchs secs. Il n'y a pas de match retour. Donc voilà, ils sont qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Jamais, bien sûr, ils ont atteint. Enfin, ils sont allés aussi loin, bien sûr. C'est historique pour eux. Donc, ils affronteront l'Olympiakos le 19 avril prochain. Je ne sais pas si c'est à Nantes ou à l'Olympiakos, je ne sais pas. L'Olympiakos a quand même battu hier le Bayern Munich 3-1. Voilà. C'est leur futur adversaire. Donc bonne chance bien sûr aux Nantais. Et l'autre l'autre quart, Mayence Porto c'est aujourd'hui et Milan Real Madrid c'est aujourd'hui. C'est les centres de formation. Donc ça peut être un Porto Real Madrid en demi. Puis voilà, une demi là et l'autre demi, je vous ai dit entre l'Olympiakos et Nantes. Donc voilà, concernant cette Youth League. On quitte la Ligue des Champions, la Ligue des Champions Junior pour une autre Ligue des Champions, la Ligue des Champions asiatique. Al Ittihad contre Al Hilal, c'était un match de quart de finale. Et du coup, Al Hilal s'est imposé 2-0 au match aller. Il y avait des 0 également pour Al Hilal. Du coup, score cumulé 4-0 pour Al Hilal qui s'impose, qui se qualifie tranquillement bien sûr, contre l'équipe de Karim Benzema. Donc voilà, qualification pour les demi-finales pour eux. On peut voir les statistiques de la partie. Al Ittihad a eu quand même plus d'occasions, 5 tirs cadrés, mais 0 but marqué. Al Hilal, les gars, c'est 2 tirs cadrés et ça fait 2 buts. Voilà, donc aucun arrêt du gardien de Al Ittihad. Et du coup, c'est un record pour Al Hilal qui vient de battre un record historique dans le football ce mardi. Donc hier, avec ses victoires 2-0, le club saoudien devient le premier club de l'histoire du football à enchaîner 28 victoires d'affilée. Donc c'est exceptionnel, 28 victoires d'affilée. Il n'y a pas eu de match nul, il n'y a pas eu de défaite, il n'y a que des victoires, 28 victoires d'affilée. Jamais une équipe dans le foot a réussi cette performance. Al Hilal est en train de le réaliser. Voilà, donc l'ancien record de 27 victoires d'affilée était détenu par une équipe galloise, les Nuisance. Voilà, je ne sais même pas c'est qui, bref, je ne sais pas. Mais voilà, maintenant c'est Al Hilal qui a ce record de 28 victoires d'affilée. Il faut le faire, comme c'est exceptionnel ce qu'ils sont en train de réaliser. Bon, il y en a qui vont dire oui, ils jouent en Arabie Saoudite, c'est facile. Mais non, il faut les faire quand même. Les 28 victoires d'affilée, c'est quand même exceptionnel ce qu'ils sont en train de réaliser. Et du coup, ils retrouveront en demi-finale de cette Ligue des Champions asiatiques l'équipe de Al 1, qui a éliminé avant-hier l'équipe de Cristiano Ronaldo, l'équipe de Al Nasser. Donc, voilà, concernant ces demi-finales de cette Ligue des Champions asiatiques. On revient en Europe, on va parler d'un exploit monumental. Saarbrücken, après avoir sorti le Bayern en 16e de finale et Francfort en 8e de finale. Hier, ils jouent leur quart de finale contre Gladbach, qui est une équipe de première division. Et ils ont gagné de nouveau. N'oubliez pas qu'ils sont en 3e division, sous 9e de la 3e division allemande. Et ils font que des masterclass. Donc voilà, ils ont gagné 2-1. Pourtant, ils se sont fait un peu dominer, mais même contre le Bayern, ça a été fait dominer, mais ils les avaient éliminés. Et du coup, ils se qualifient pour les demi-finales, c'est incroyable. Donc voilà, 2-1 contre le Bayern, 2-0 contre Francfort hier, 2-1 contre Gladbach. Donc voilà, le club de 3e division affrontera Kaiserslautern en une équipe de 2e division en demi-finale pour une place en finale de la Coupe Allemagne. Enfin, Coupe allemande, c'est exceptionnel. Et c'est vrai que le tirage, les gars, c'est un boulevard pour le Bayer Leverkusen. Donc pourquoi? Parce qu'en gros, il n'y a qu'une équipe de Bundesliga. Sinon, c'est des équipes de 2e voire 3e division. Donc Saarbrücken, Kaiserslautern, première demi-finale le mardi 2 avril à 20h45. Et l'autre match, Leverkusen, donc leader de la Bundesliga contre Düsseldorf, qui est une équipe de 2e division. Donc voilà, Leverkusen, là, vu comment ils jouent en Bundesliga, à part, voilà, c'est la coupe, il part des surprises, mais là, c'est voir Royal pour aller gagner, bien sûr, cette coupe. Il n'y a même plus d'équipe de Bundesliga par eux, c'est fou. Je ne sais même pas si c'est déjà arrivé dans l'histoire de la Coupe d'Allemagne. Bref, donc voilà, boulevard pour l'équipe de Xabi Alonso. On revient, les gars, 12 ans jour pour jour en arrière. C'était un 13 mars 2012, c'était en
ouais, il y a 2 ans. Brandao qualifiait l'OM en quart de finale de la Ligue des Champions. Il y avait eu un match entre l'Inter et l'OM avait éliminé l'Inter avec un but de Brandao et avec ce fameux contrôle du dos inoubliable. Donc voilà, c'était il y a 12 ans jour pour jour. Bon, il y a beaucoup d'années, regardez, il y a Maicon, il y a des énormes joueurs, Zanetti qui jouait du côté de l'Inter, mais c'était une grosse surprise, l'OM qui avait éliminé comme cette équipe de l'Inter Milan. Je crois qu'après l'OM avait été éliminé contre le Bayern, ils avaient affronté le Bayern en quart, là c'était trop compliqué, mais ils avaient quand même sorti l'Inter, c'était il y a 12 ans, jour pour jour. Toujours tiens avec l'OM, donc demain ils jouent un match important du côté de Villarreal, où ils ont gagné 4-0 au match aller, et Villarreal suspend les cours dans plusieurs écoles ce jeudi en raison du match contre Marseille à 18h45, c'est pas 21h, c'est à 18h45 demain, attention. Donc 2000 supporters marseillais prévoient de faire le déplacement et l'horaire du match correspond à la sortie des écoles. Le match est déclaré à haut risque entre Villarreal et l'Olympique de Marseille, donc voilà pourquoi en gros des écoles autour du stade seront fermées. Parce qu'à 18h45, c'est quand les élèves sortent du stade et ils veulent pas, en gros, la mairie ne veut pas que quand ils sortent du stade, les élèves, qu'il y ait les supporters de l'OM, tout ça. Donc voilà, en gros, les écoles seront fermées pour ce match, parce que c'est considéré à haut risque, bien sûr, cette rencontre. Demain, contre l'OM, n'oubliez pas qu'au match aller, il y a seulement 16 supporters de Villarreal au Vélodrome. Demain, il y aura plus de 2000 supporters de Marseille. Du côté de l'Espagne, pour cette rencontre, on espère que bien sûr tout se passe bien et surtout que Marseille se qualifie après un 4-0 match aller. Il faut faire le tas, bien sûr, match retour. Et concernant l'arbitre du match, c'est officiel, c'est lui, l'UEFA a désigné Istvan Kovac comme arbitre pour Villarreal OM. Donc peut-être un visage qui vous est familier, parce qu'il avait arbitré le match aller face au Panathinaikos en août dernier lors des barrages. Et en gros, il avait fait n'importe quoi. Enfin, il n'avait pas été super bon. Je me souviens de ce match. Et du coup, c'est lui, les gars, de nouveau l'arbitre. Il va arbitrer en plus l'OM, un match important. Et du coup, après avoir appris ce mardi, donc hier, que le Roumain Kovac avait été retenu pour arbitrer le 8e de finale retour de Ligue Europa, l'OM s'est plaint auprès de l'UEFA. Donc le club voit cela comme un vrai manque de respect après l'arbitrage du match aller face au Panathinaikos de ce même arbitre en début de saison qui n'avait pas été bon. Donc voilà, l'OM, ils ont écrit à l'UEFA pour dire qu'ils n'étaient pas du tout contents. Voilà, que ce soit cet arbitre qui n'avait pas été, pas juste du tout, on se souvient, en tout début de saison lors des barrages. Toujours tiens avec Villarreal, parce que ça les concerne, regardez son 9e, regardez les équipes les plus en forme du top 5 européen en championnat. On prend seulement en championnat. Donc bon, il y a 3 équipes qui ont 5 derniers matchs, 5 victoires, Arsenal, Inter, Leverkusen. Bon, quand c'est des points gris, c'est des matchs nuls, quand c'est du rouge, c'est des défaites. Donc Villarreal, sur les 5 derniers matchs, c'est 2 nuls, 3 victoires. Il me reste même sur 3 victoires d'affilée en championnat, je vous parle. C'est quand même une équipe en forme qui va affronter l'équipe de Marseille, même si Marseille leur a mis une correction lors du match aller, mais cette fois-ci, ça sera chez eux. Toujours, tiens, du côté de Marseille, Gasset, mission 100 jours. Donc Jean-Louis Gasset, le coach actuellement de l'OM, malgré des débuts idylliques, parce qu'il ne peut pas faire mieux, que 5 matchs, 5 victoires. Jean-Louis Gasset n'envisage pas de rester au-delà de cette saison et ses dirigeants partagent cette vision, que ce soit lui, il ne souhaite pas rester. Et l'OM ne souhaite pas non plus le conserver à la fin de saison, c'est fou. Je me dis, mais pourquoi il fait du taf énorme? Pourquoi ne pas le conserver? On ne sait pas, bref. Donc Jean-Luc Gasset n'a qu'une idée en tête, laisser l'OM le plus haut possible. Voilà, de le sortir, quand il partira, que l'équipe soit le mieux en forme, on peut dire. Mais bon, voilà, c'est dommage de ne pas continuer avec lui, parce que pour l'instant ça marche bien. Bon, après, il faut voir, peut-être dans 2 mois, les gars, peut-être Marseille aura enchaîné avec des défaites. On n'espère pas pour eux, mais voilà, on ne sait pas. Mais pour l'instant, ça matche très bien entre lui et l'OM. Parce que l'OM, les gars, ils ont des noms pour remplacer Gasset lors de l'intersaison prochain. Donc Christophe Galtier et Paulo Fonseca sont actuellement 2 coachs pressentis pour entraîner cette équipe de l'OM. Donc Galtier, je crois qu'il est au Qatar, je crois qu'actuellement il entraîne une équipe, et Fonseca c'est le coach de Lille, mais il est en fin de contrat en fin de saison. Le 30 juin prochain, il ne va pas prolonger avec Lille. Donc voilà, il pourrait être libre et c'est pour ça qu'il pourrait devenir le coach de l'Olympique de Marseille. On va parler d'un grand supporter de l'OM, c'est Mohamed Eni, parce que hier on a appris de lui-même, parce qu'il l'a dit sur son compte Snapchat. La société KMA, gérant les droits de Kylian Mbappé, représentée par Faisal Amari, donc la mère de Kylian, met en demeure l'influenceur Mohamed Eni. Donc met en demeure, c'est-à-dire quasiment porte plainte, on peut dire. Donc ce dernier a utilisé le nom du joueur français en description de l'un de ses kebabs. Pain rond boulanger, aussi rond que le crâne de Mbappé. Donc les supporters de l'OM à 8 jours. Voilà, pour retirer son nom en gros, parce que Mohamed Eni, bon, pour ceux qui suivent un petit peu sa vie privée, il a ouvert des kebabs. Il y a un kebab menu, on va dire Mbappé, donc voilà, pain rond boulanger aussi rond que le crâne de Mbappé. Et en gros, la société de Kylian Mbappé porte plainte tout simplement contre Mohamed Eni. Regardez, c'est le communiqué qu'il a mise en demeure, voilà le truc officiel qu'il a reçu de la part des avocats de Kylian Mbappé contre Mohamed Eni. Donc en gros, il a 8 jours. Pour retirer son place sous peine d'aller au tribunal. Donc on pense bien sûr qu'il va l'enlever, sinon il ne va pas aller au tribunal contre Kylian Mbappé non plus, mais voilà.
Voilà, le clan Mbappé porte plainte contre le youtubeur, on peut dire, marseillais. Toujours tiens du côté de l'OM, souvenez-vous ce match Marseille-Lyon qui devait être joué, puis du coup à cause du caillassage du bus, Grosso qui avait été en sang, le match n'avait pas été joué, mais aussi il y avait eu des problèmes dans le parcage lyonnais, et plus de 4 mois après les débordements à caractère raciste observés dans le parcage lyonnais du Vélodrome le 29 octobre dernier, 2 supporters lyonnais ont été condamnés ce mardi, donc hier, à des peines de prison. Il y en a qui faisaient des saluts nazis, tout ça, il y en a 2 supporters qui vont faire de la prison par rapport à ça. On continue les gars, 100 jours avant le début de la Copa América qui se déroule aux États-Unis l'été prochain. Donc il y aura le Brésil, il y aura bien sûr l'Argentine, il y aura l'Uruguay, il y aura également les États-Unis qui sont un pays invité pour jouer cette Copa América, vu qu'en plus c'est le pays organisateur. Donc voilà, dans 100 jours, jour pour jour, ça commence cette compétition. On va parler du tirage au sort de la Ligue des Champions, pas celui d'après-demain. Celui d'après-demain, il n'y a pas de souci, il va se faire dans les règles, mais la saison prochaine, pour la prochaine édition, il pourrait se faire par ordinateur, parce que vous savez qu'actuellement c'est quelqu'un qui tire les boules, et là vu que l'année prochaine il y aura plus d'équipes en Ligue des Champions, vu qu'il y a un nouveau format, et ça pourrait prendre trop de temps. En gros, avec le nouveau format, les simulations de l'UEFA ont montré qu'il faudrait entre 3 et 4 heures pour faire un tirage au sort, en gros. De façon manuelle, et cela nécessiterait plus de 900 boules à tirer, donc voilà, c'est trop long vu qu'il y a plus d'équipes, et vu qu'en plus le format c'est plus pareil, vu que tu affrontes qu'une fois une équipe en phase de poule, il n'y a pas de match aller-retour, il y a 4 équipes que tu reçois, que tu joues à domicile, et 4 équipes où tu vas à l'extérieur, donc voilà, bref, c'est pour ça que ça pourrait être fait en gros par ordinateur. C'est donc une nouvelle méthode hybride qui sera utilisée. Les clubs seront tirés au sort manuellement, puis l'ordinateur prendra le relais et sélectionnera les 8 adversaires de chaque équipe. Donc durée prévue du tirage hybride environ 35 minutes, soit la même qu'actuellement. Mais voilà, ça pourrait se faire par ordinateur, ça pourrait aller beaucoup plus vite. Mais voilà, c'est un peu, je crois, dans le même format que le tennis. Je crois que le tennis font comme ça. C'est un tirage au sort par ordinateur. Ça pourrait être pareil. Après, c'est vrai qu'il y en a. Moi, je préfère le tirage au sort manuel, bien sûr, avec les boules, parce que là, ordinateur, les gars, ça peut... Voilà. On comprend, il peut y avoir la corruption totale, on est d'accord. Parce que oui, tu dis oui, c'est l'ordinateur qui règle tout, mais voilà, si tu veux mettre l'ordi, tu dis voilà, cette équipe-là tire celle-là. Voilà, l'ordinateur sortira ça. Donc c'est pour ça que je pense que ça va beaucoup faire parler. On veut le même tirage qu'avant, parce que sinon ça va sentir bien sûr les tirages, on peut dire truqués. Donc voilà, normalement c'est pour bien sûr l'édition, la saison prochaine. Toujours avec la Ligue des Champions, mais cette fois-ci africaine. Il y a eu le tirage au sort qui a été fait hier et on connaît les 4 quarts de finale. Donc Ali, qui est certainement je pense le plus grand club africain, une équipe égyptienne, jouera contre l'équipe de Simba. Voilà, on peut voir les 4 affiches, les gars, qui vont se jouer là d'ici quelques jours. On continue, on va parler de la Fédération française de football. La FFF n'autorisera pas de pause pendant les matchs pour la période du Ramadan, parce qu'actuellement il y a le Ramadan jusqu'au 9 avril prochain, et en gros ça sera interdit de rompre le jeûne pour les joueurs musulmans en Ligue 1. Voilà, la FFF refuse. Ils ont dit pour justifier son choix, elle s'appuie sur son règlement, sont interdits tout discours ou affichage à caractère politique, idéologique, religieux ou syndical, tout port de signe ou tenue manifestement ostensiblement une appartenance politique, voilà, en gros, bref, voilà, pourquoi ils ne veulent pas. C'est dommage, parce que du côté des voisins européens, l'Angleterre et l'Allemagne autorisent ces pauses, voilà, pour casser le jeûne, mais pas en France, voilà, ça sera interdit. Donc voilà, bon, c'était bien sûr une petite info pour finir, voilà, cet épisode, ce qu'on clôture l'épisode aujourd'hui avec ça. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve tout à l'heure les gars, il y a l'After Zap Image qui sortira tout à l'heure, et demain bien sûr, pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à plus tard.